Ici Victor Echo 2 novembre Foxtrot Tango pour VE2MO. On reprend la banque de questions dans le but de passer sa licence de radioamateur de base. On débute à la page 24 pour notre quatrième vidéo. Donc la question B125. Les radioamateurs canadiens doivent se soumettre à la loi et au règlement sur la radiocommunication. Quelle autre organisation publie des règlements sur la radiocommunication qui doivent être respectés par les radioamateurs canadiens? On a ISDE qui s'occupe de la réglementation au Canada, mais on a aussi l'Union internationale des télécommunications qui régit un peu les règlements au travers des pays et qui a le droit de faire quoi. Donc la réponse, Union internationale des télécommunications. Dans quelle région l'Union internationale des télécommunications se situe le Canada? Donc, on parle ici des différentes régions. On a la région 2 qui considère les Amériques, la région 1, la région 3. Donc, dans le cas c'est du Canada, c'est dans la région 2. Donc, la réponse c'est D, région 2. Un radioamateur canadien qui opère sa station en Floride est assujetti à quelle limite dans les bandes de fréquence? La réponse c'est C, à celle applicable aux radioamateurs américains. Donc on doit se soumettre au règlement du pays dans lequel on émet. C'est un radioamateur canadien qui opère sa station à 7 km au large des côtes de la Floride est assujetti à quelle limite dans les bandes de fréquence? La réponse est C, à celle applicable aux radioamateurs américains. Dans quelle région de l'Union internationale des télécommunications se situent l'Australie, le Japon et le Sud-Est asiatique? La réponse est D, dans la région 3. Dans quelle région de l'Union internationale des télécommunications se situent l'Europe et l'Afrique? La réponse est B, dans la région 1. Une licence de la CEPT, Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications, permet à un radioamateur canadien admissible d'exploiter une station alors qu'il visite un pays participant. Quelle compétence minimale le radioamateur canadien doit-il détenir? La réponse, supérieure. Un radioamateur canadien avec une licence de la CEPT, Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications, exploite une station en mode voix dans un pays participant. Comment doit-il s'identifier? La réponse est en émettant le préfixe du pays visité, l'expression barre de fraction, et son indicatif d'appel canadien. Quelle compétence minimale le radioamateur canadien doit-il détenir pour exploiter une station aux États-Unis? La réponse, compétence de base. Un radioamateur canadien exploite une station en mode voix aux États-Unis. Comment doit-il s'identifier? La réponse, en émettant son indicatif d'appel canadien, le qualificatif mobile ou portable, selon le cas, et le préfixe de la région géographique visitée. Donc tout ça dans le but que la personne qui vous reçoit de l'autre côté, généralement vos lettres d'appel sont associées à votre station d'émission, votre adresse. En mentionnant mobile ou portable, ça veut mentionner à celui qui vous reçoit que vous n'êtes pas à la maison ou ailleurs. Donc c'est important de le souligner pour dire je suis présentement ailleurs que mon lieu d'émission et prendre ça en considération. Lequel des énoncés suivants est faux? La réponse, les frais pour passer un examen au certificat d'opérateur radioamateur à un bureau d'innovation, sciences et développement économique sont de 5 par compétence. La réponse c'était donc cet énoncé-là est faux. Lequel des énoncés suivants est faux? Un candidat handicapé peut être exempté de la partie de l'examen du certificat d'opérateur radioamateur. C'est faux car on doit compléter sa certification.
Quels sont les frais pour subir un examen du certificat d'opérateur radioamateur chez un examinateur accrédité? La réponse est l'examinateur peut récupérer le coût de l'administration de l'examen. Quels sont les frais pour subir un examen du certificat d'opérateur radioamateur à un bureau d'innovation sciences développement économique Canada? La réponse, il n'y a pas de frais pour passer l'examen. Lequel des énoncés suivants est faux? La réponse c'est B. Un candidat dont la maîtrise de l'anglais ou du français est inadéquate pourrait être accompagné d'un interprète. Donc c'est faux. Il ne pourra pas être accompagné d'un interprète. À propos de l'installation ou de la modification d'une structure d'antenne, lequel des énoncés est faux? Donc, un radioamateur peut ériger une antenne de n'importe quelle grandeur sans consulter ses voisins ni les autorités locales. Donc, quand on fait l'ajout d'une antenne sur son terrain, c'est important de se conformer à la réglementation de la municipalité et de valider que le tout est conforme. Évidemment, d'avertir un petit peu ses voisins, ça va de soi pour permettre une bonne entente. Qui détient l'autorité sur l'installation de systèmes d'antenne, y compris l'installation de pylônes d'antenne et de tours? Donc la réponse est C, le ministre d'Innovation, Sciences et Industrie. Quand pourriez-vous ne pas devoir contacter les autorités responsables de l'installation du sol et vous enquérir du processus de consultation nécessaire pour un système d'antenne? La réponse, c'est quand les critères d'exclusion définis par Innovation, Sciences et Développement économique Canada s'appliquent. Donc, il y a certaines règles d'exclusion. C'est le seul moment où vous pourriez ne pas devoir contacter les autorités responsables. Si un radioamateur planifie s'installer ou modifier un système d'antenne et que l'autorité responsable de l'utilisation du sol n'a pas mis en place un processus de consultation publique, que doit faire le radioamateur? La réponse est appliquer le processus de consultation publique par défaut d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Lequel des éléments suivants ne fait pas partie du processus de consultation publique relatif aux structures d'antenne d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada? La réponse est participer à des réunions publiques concernant le projet. Donc ça fait partie. Donc dans la question, c'est ne fait pas partie. Donc c'est la D. Le processus de consultation publique par défaut relatif aux structures d'antenne d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada exige du promoteur qu'il réponde, la réponse est D, aux préoccupations pertinentes et raisonnables soumises par écrit durant les 30 jours suivant la publication de l'avis. Dans une municipalité ayant un processus de consultation publique relative aux structures d'antenne, dans quelles circonstances une consultation publique pourrait ne pas être nécessaire? Donc, la réponse est C. La structure est exclue par le processus municipal ou par disposition de la circulaire des processus concernant les clients. Donc, en gros, quand vous voyez que c'est pas nécessaire, c'est souvent qu'il y a une exclusion, soit d'Industrie Canada ou de la municipalité. Le promoteur d'une structure d'antenne et une partie autre qu'un membre du public en arrive à une impasse. Comment sera rendue la décision finale? La réponse, c'est la décision revient à Innovation, Sciences et Développement économique Canada si les parties ne s'entendent pas. En ignorant les autres exigences concernant l'installation ou la modification d'un système d'antenne, quelle est la structure d'antenne la plus haute que vous pourriez ériger sans consultation publique? La réponse est A. La plus haute exclue par l'autorité responsable de l'utilisation du sol ou Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Lorsque l'autorité responsable de l'utilisation du sol ou la municipalité a mis en place son propre processus de consultation publique relatif aux structures d'antenne qui détermine comment une consultation publique devrait se dérouler. La réponse c'est B, la municipalité ou l'autorité responsable de l'utilisation du sol. Quel organisme a
publié les règles de sécurité concernant l'exposition humaine à l'énergie des radiofréquences? La réponse est C. Santé Canada, qui publie les données relatives à l'exposition. Donc, que dicte le Code de sécurité 6? La réponse est A. Il établit les limites d'exposition RF pour le corps humain. Donc, Code de sécurité 6, limite d'exposition RF. Selon le Code de sécurité 6, à quelle fréquence de rayonnement de l'énergie RF peut-il causer le plus de risques? La réponse est A. Entre 48 MHz et à 300 MHz. Selon le Code de sécurité 6, pourquoi la limite d'exposition RF est-elle la plus basse entre 48 MHz et 300 MHz? La réponse est D. Parce que le corps humain absorbe plus facilement l'énergie RF sur ces fréquences. Selon le Code de sécurité 6, quelle est la puissance de sortie maximale sécuritaire à l'antenne d'un appareil radio portatif VHF ou UHF? La réponse, non spécifiée. Donc, il n'y a pas de réglementation pour la sortie maximale sécuritaire pour un VHF, UHF portable. Quelles sont les deux situations où lesquelles le Code de sécurité 6 spécifie des niveaux d'exposition maximale au champ RF? La réponse est B, les environnements contrôlés et les environnements non contrôlés, donc un peu partout. En plus d'absorption de l'énergie, notamment en dessous de 10 MHz, quel est le deuxième effet nocif sur la santé décrit par le Code de sécurité 6 dans les effets nocifs? On peut avoir la stimulation des nerfs. Lequel des énoncés suivants est faux? La réponse est D. Les émetteurs portatifs sont exemptés des exigences du Code de la sécurité 6. Donc c'est faux. Le Code de sécurité 6 fixe des limites d'exposition pour tous les émetteurs radio. Quels types d'émetteurs sont exemptés de ces règles? La réponse, c'est aucun émetteur est exempté. Donc, tous les types d'appareils doivent se conformer au Code de la sécurité 6 d'exposition RF. À propos du Code de sécurité 6, lequel des énoncés suivants est faux? La réponse, c'est B. Fixe des limites énoncées en niveau de puissance permise à l'antenne. La chaîne stéréo de votre voisin fonctionne incorrectement lorsque vous émettez. Selon quelle disposition de l'avis sur la compatibilité électromagnétique ACEM2, le manque d'immunité du matériel affecté sera-t-il considéré comme la cause du problème? La réponse est A. L'intensité du champ chez le voisin est inférieure aux critères d'immunité spécifiés par Innovation, Sciences et Développement économique du Canada. Le téléviseur de votre voisin fonctionne incorrectement lorsque vous émettez. Selon quelle disposition de l'avis sur la compatibilité électromagnétique ACEM2, vos émissions seront-elles considérées comme la cause du problème? Donc, la réponse est D. L'intensité du champ chez le voisin excède les critères d'immunité spécifiés par Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Pour déterminer quels critères d'intensité de champ s'appliquent selon l'avis de compatibilité électromagnétique ACEM2, quel type d'équipement englobe des appareils fréquemment utilisés dans les systèmes de divertissement sans aide des appareils radio? La réponse est A. Matériel connexe. Votre voisin se plaint que vos émissions gênent le fonctionnement de son ouvre-porte de garage. Pour déterminer quels critères d'intensité de champ s'appliquent selon l'avis sur la compatibilité électromagnétique ACEM2, quel type d'équipement englobe l'ouvre-porte de garage? La réponse c'est D. Matériel radio sensible. Quelle est la bonne façon de faire un contact sur un répéteur? La réponse est D. Dire l'indicatif d'appel de la station que vous voulez rejoindre, puis donner votre indicatif d'appel. Pourquoi utilise-t-on un répéteur? La réponse est D.
pour améliorer la portée des stations portables et mobiles. Que veut-on dire par coordination de fréquences sur les bandes VHF et UHF? La réponse est D. Un processus qui vise à minimiser les brouillages avec les répéteurs avoisinants en recommandant judicieusement des fréquences. Pourquoi un répéteur est-il équipé d'une minuterie limitant la durée des retransmissions? Pour mettre fin à de longues transmissions. Donc ça évite une longue transmission et couper si c'est trop long. Que veut dire la tonalité CTCSS? La réponse est une tonalité infravocale sous-audible qui active la sortie audio d'un répéteur lorsque présente. On entend souvent le terme ça déclenche le répéteur. Donc, tonalité infravocale. Comment appelez-vous une autre station sur un répéteur si vous connaissez l'indicatif d'appel de sa station? Donc, la réponse, vous dites l'indicatif d'appel de la station appelée, puis vous identifiez votre station. Pourquoi devez-vous faire une brève pause avant et entre les transmissions faites sur un répéteur? La réponse est pour vérifier s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui désire se servir du répéteur. Donc, dans vos communications, il faut rester courtois, laisser des pauses entre vos communications si d'autres radioamateurs veulent entrer dans la discussion. Pourquoi devriez-vous limiter à de courtes conversations lorsque vous utilisez un répéteur? La réponse, parce qu'une trop longue conversation peut empêcher une autre personne d'utiliser le répéteur en cas d'urgence. Quelle est la bonne façon de se joindre à une conversation en cours sur un répéteur? La réponse, donnez votre indicatif d'appel durant la pause entre les transmissions. Quelle est la bonne façon de se renseigner sur le lieu d'émission d'une autre personne lorsque vous utilisez un répéteur? La réponse, où êtes-vous situé? Sur la bande de 2 mètres, les répéteurs FM utilisent une fréquence d'émission différente de la fréquence de réception. Quel est l'écart normal appelé offset entre ces deux fréquences? La réponse, c'est 600 kHz. Pour vous assurer que votre indicatif d'appel est bien compris, quel moyen pouvez-vous utiliser en phonie? La réponse c'est C. Employez les mots de code de l'alphabet phonétique de l'Union internationale des télécommunications pour chacune des lettres de votre indicatif d'appel. Comment pouvez-vous faciliter l'identification de votre station lorsque vous utilisez la phonie? La réponse c'est en utilisant l'alphabet phonétique de l'Union internationale des télécommunications, comme dans mon cas, Victor Echo 2, Novembre Foxtrot Tango. Selon l'alphabet phonétique de l'Union internationale des télécommunications, quel est le mot de code pour la lettre A? Donc, pour la lettre A, la réponse c'est D, alpha. Pour la lettre B, ce sera bravo. Pour la lettre D, ce sera delta. Pour la lettre E, ce sera écho. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo. Nous reprendrons dans la prochaine vidéo à la page 32. Donc, en vous souhaitant une excellente fin de journée.